Exceed Your Vision, faites des thèses. Hugo Gaillard, bonjour. Romain Pironnet, bonjour. Bonjour. Je n'ai pas écorché vos noms, donc c'est bien. Alors, Romain Pironnet, vous êtes IRG Paris-Est, ou plutôt vous étiez, puisque vous avez soutenu votre thèse de doctorat. Quel était le titre ? Alors, je me suis intéressé à la gestion des ressources humaines dans les universités françaises, sous l'angle de leurs instruments de gestion, puisque les universités françaises ont vu leur autonomie, en théorie, se développer avec la loi d'autonomie des universités en 2007. Et ça m'a donné envie de me demander, mais finalement, qu'est-ce qu'il en est dans les faits? Est-ce qu'on peut, oui ou non, affirmer que les universités françaises ont gagné en autonomie sous l'angle de la gestion de leurs ressources humaines? Institut de recherche en gestion de l'Université Paris-Est. Tout à fait. Hugo Gaillard, Le Mans Université. C'est ça, Le Mans Université, laboratoire Gains, donc docteur en chiffres. Je fais actuellement une thèse, moi donc j'ai pas encore eu la chance de soutenir ni l'opportunité d'ailleurs, sur la prise en compte et le management du fait religieux en contexte privé ou public. Donc l'idée générale de la thèse, c'est d'approcher l'entreprise privée ou publique selon le prisme religieux qui dit des choses à la société, mais qui aussi évidemment transparaît dans l'entreprise, qui est le lieu de rencontre privilégié entre les individus qui composent la société. Donc il y a des implications évidemment managériales, mais aussi sociétales. Libre parole aux jeunes chercheurs, c'est le thème de cette émission. Pourquoi on s'engage dans une thèse? Voilà, très concrètement, avec, pourquoi on y va et qu'est-ce qu'on y trouve? Alors pas parce qu'on est maso, mais parce qu'on a un questionnement qu'on a envie, une question qu'on a envie d'investiguer. En l'occurrence, moi à cette époque-là, j'avais un peu traîné mes guêtres dans les organisations universitaires. C'est quand même un monde à part, les organisations universitaires. On croise des enseignants-chercheurs, des enseignants, et puis des personnels qu'on a l'habitude de résumer sous l'acronyme BIAT, c'est bibliothécaires, ingénieurs administratifs, techniciens santé sociale, espèce d'acronyme dont on a le secret à l'université, qui regroupe un ensemble de métiers différents et qui représente à peu près la moitié des personnels qu'on peut croiser dans les universités françaises. Et puis, c'est vrai que moi j'avais l'habitude de travailler tantôt avec les uns, tantôt avec les autres. J'étais témoin de situations de gestion. Il arrivait, en même temps, on avait le contexte de l'autonomie des universités. J'étais en plus dans un établissement qui était en train de préparer sa fusion, la fusion de quatre établissements. Et donc, il y avait de l'empirie en somme, et ça m'a donné envie de prolonger ce que j'observais au travers d'éléments de conceptualisation, et donc de me lancer dans le cadre, de me lancer dans une recherche au moyen d'une convention CIFRE, puisque j'ai réalisé ma thèse dans un cabinet de conseil qui s'appelle Ad Hoc Métis, qui propose des accompagnements en matière de gestion de ressources humaines pour les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Ad Hoc Métis, où vous êtes toujours? Où je suis toujours, où j'ai été recruté dans la continuité de ma thèse, où je suis très heureux. Précision, convention CIFRE, c'est convention industrielle de formation à la recherche en entreprise. Tout à fait. C'est aujourd'hui, je crois, en sciences humaines et sociales, les sciences humaines et sociales représentent à peu près 25% des thèses CIFRE, ce qui étonne toujours beaucoup les gens, mais dans une discipline comme la nôtre, en gestion, c'est pas si étonnant que ça finalement. Absolument. Hugo Gaillard, vous? Alors pour ma part, toujours... Il y a un moment où on se réveille, on se dit tiens, je vais faire une thèse? Non, il n'y a pas de moment où on se réveille, on se dit tiens, je vais faire une thèse. Il y a un moment où on confronte son parcours universitaire, pour ma part en ressources humaines, avec des questions sociétales qui nous intéressent plus particulièrement. Moi, en l'occurrence, c'est les questions laïques et religieuses, et plus largement, si on remonte un peu à la question républicaine. Et en gros, je me pose la question à la fin de mon Master 2, comment je peux contribuer à mon niveau à élever la réflexion sur la question de la République et de sa mise en œuvre, notamment en entreprise privée au départ. La question se pose d'abord dans l'entreprise privée, puisque je me dis, bon, la loi de 1905, laïcité, que tout le monde semble à peu près connaître, mais que finalement personne ne connaît, ne dit rien sur l'entreprise privée. Donc il y a un vide juridique. A priori, le Code du travail dit quelques brides d'informations, mais rien qui permet de se positionner managérialement. Donc il y a matière à réfléchir. Je pars d'un besoin, et au moment où je pars de ce besoin-là, je n'ai pas pour ambition a priori de poursuivre dans le cadre d'un doctorat. C'est plus le sujet qui m'amène à la thèse, et pas la volonté de faire la thèse qui m'amène à chercher un sujet. J'évoquais l'idée de Exceed Your Vision. On vit aujourd'hui un moment particulier quand même, il y a de transformation. Vous êtes blogueur EducPro, réputé, Romain Pironnet. C'est rare, enfin c'est pas si fréquent qu'en cours de thèse, on tienne un blog sur EducPro. Nous avons des échanges récurrents sur Twitter, par exemple. Voilà.
Faire une thèse aujourd'hui, c'est la même chose que c'était avant? Vous avez le sentiment qu'en termes de formation, des questions de valorisation, voilà, il y a des enjeux nouveaux qui se posent? Alors moi, j'y étais pas avant, voilà, donc c'est difficile de faire la comparaison. Néanmoins, vous pouvez quand même imaginer. Il y a une tension historique qui est sans doute en train d'évoluer entre la communication scientifique dans son acception usuelle, hein, c'est-à-dire la communication dans le champ scientifique avec ses pairs, le peer reviewing, la discussion avec les collègues, donc vraiment située dans un champ spécifique, et puis tension avec la valorisation de cette recherche dans le monde public, au-delà du seul cadre académique et universitaire. Et c'est vrai que la transformation numérique a fourni des outils un peu nouveaux, on évoquait Twitter, le blogging, qui permettent de faire davantage connaître son travail de recherche, de le médiatiser. Et puis ça renforce les tensions que j'évoquais, puisqu'on a même aujourd'hui un indice un peu humoristique qui consiste à faire le rapport entre son nombre de followers sur Twitter et son H-index, hein, indice de bibliométrie. Et cet indice s'appelle l'indice Kardashian. Et quelque part, ça dit quelque chose de la perception qu'on peut avoir des chercheurs qui tweetent un peu trop en comparaison de leur production académique. Ne me regardez pas comme ça. On peut aussi compléter en disant que finalement, le nombre de chercheurs qui tweetent réellement, non pas qui ont un compte Twitter, qui tweetent une fois toutes les conférences, disons, le nombre de chercheurs qui tweetent réellement et qui font progresser, moi je pense que la connaissance peut aussi progresser sur Twitter, ou en tout cas qu'on peut accompagner un processus de réflexion via Twitter, via des échanges. En fait, la particularité, à mon avis, des réseaux sociaux numériques, c'est que ça permet aux doctorants, j'allais dire que nous sommes et plus que je suis en l'occurrence, de réduire la distance entre qu'il peut y avoir hein, du fait des tailles des universités, de réduire la distance et d'augmenter le nombre d'interactions probables avec des chercheurs qui sont déjà installés dans une discipline sur laquelle on peut travailler par exemple. Donc à ce titre-là, concrètement, j'ai eu la chance de rencontrer Romain et vous, Jean-Philippe Denis, sur Twitter. Donc je ne serais pas ici si je ne communiquais pas sur Twitter, c'est quasiment sûr. Et si vous n'aviez pas fait une thèse, enfin si vous n'étiez pas engagé. Évidemment. Oui. Il y avait une autre raison, c'était Fianso rentre dans le cercle. Je sais que ça vous intéresse ça. Ouais. Ça fait partie des sujets qu'on devrait regarder? Je pense qu'il y a un potentiel à élaborer managérialement et notamment en matière de leadership. En 2 mots En 2 mots. Ouais. En 2 mots. Vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est? Ah oui, alors en 2 mots, Rentre dans le cercle, c'est une série de vidéos sur YouTube, il y a à peu près 11 vidéos. Aujourd'hui, une saison 2 qui commence. Il faut avoir à l'esprit en toile de fond que le rap, c'est la musique la plus streamée en 2017, avec 9 albums sur 10 dans le top des streams qui étaient des albums de rap. Et l'idée, c'est qu'il y a dans le hip-hop management, que vous connaissez évidemment, j'allais dire mieux que moi, c'est sûr et très bien, il y a dans le hip-hop management matière à, d'une part, à rapprocher les théories managériales peut-être traditionnelles des étudiants, mais aussi à les repenser. L'idée que je défends, c'est que par exemple, cette série de vidéos Rentre dans le cercle qui est chapeautée par un rappeur qui s'appelle Fianso, nous amène à une approche mixte des sources du leadership. Notamment un leadership qui est des sources du leadership qui est tour à tour processuel, qu'on peut imaginer parfois inné et qui est parfois souvent distribué dans son style. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont intéressants, ça appellerait à plus de développement, mais je pense que le hip-hop au sens large peut nous amener à re-questionner nos certitudes que nous n'avons pas en tant que chercheurs dans le domaine du leadership. C'était une boutade, quoique, mais Romain Pironnet, on a des terrains comme ça qu'on devrait rendre davantage visibles, parce que ça, là, on évoque ça, c'est une émission de télé, c'est sur YouTube, une chaîne YouTube. On n'a pas de thèse aujourd'hui, par exemple, qui mobilise sérieusement des matériaux issus de vidéos. Voilà. Il y a des nouveautés sur lesquelles on devrait travailler davantage, d'après vous. Vous qui venez de soutenir. Oui, sans nul doute, mais après... Si vous aviez une parole totalement libre, vous diriez, voilà ce qu'on doit faire maintenant. Là. Ça suffit maintenant, arrêtons ça, lançons-nous là-dedans. Alors, j'ai une parole totalement libre, mais simplement, il ne suffit pas de sortir des terrains ou de sortir des travaux de recherche qui soient complètement innovants. Ça, c'est le boulot des chercheurs, en lien avec l'évolution, en lien et en prise avec les évolutions de la société. Il faut aussi que ces travaux de recherche et leurs résultats soient reçus par la société. Et je repense à mon travail de recherche où je m'étais beaucoup interrogé sur les usages autour de l'entretien professionnel.
l'entretien professionnel, c'est un dispositif qui est en train de se généraliser dans la fonction publique, alors qu'on a 30 ans de recul en recherche en sciences de gestion qui invite quand même à une forme de circonspection sur ce qu'on peut en attendre. Mais ça pose donc la question de savoir est-ce que les décideurs publics prennent en compte les résultats des travaux de recherche en sciences de gestion, qui est une question qu'on pourrait aussi annexer aux travaux de la FNEJ sur l'impact des sciences de gestion, y compris en l'espèce dans le secteur public. Message reçu. Hugo Gaillard, la soutenance, c'est pour quand? On viendra vous écouter avec plaisir. Fin 2019, oui, j'espère que vous comptez parmi les auditeurs et les questionneurs. Il y aura un pot. À coup sûr. Pour prolonger, je suis complètement d'accord avec ça. Et le côté de bénéficier du dispositif CIFRE pour faire de la recherche est assez intéressant puisqu'on est toujours un peu dedans-dehors, un pied dans j'allais dire le monde réel et puis un autre pied dans le monde avec une prise de recul, le monde en slow motion un peu comme on a pu l'entendre à d'autres moments. C'est intéressant d'avoir ce double regard puisqu'il nous permet effectivement de nourrir l'un par l'autre et de ne pas déconnecter la recherche scientifique pour le coup du terrain qui est essentiel et qui vient nourrir nos trouvailles. Plaidoyer pour la convention CIFRE. Hugo Gaillard, Romain Pironnet, merci. Merci Jean-Philippe Denis.